on a vu dans cette première étape qu'il y avait nécessité, en fait, cette première table ronde, il y avait nécessité de pouvoir objectiver finalement la situation de nos comptes publics. On voit d'un côté que la situation finalement nous offre beaucoup d'alternatives. La réalité, elle est là. On nous maintient dans un discours catastrophiste, nous expliquant qu'on est quasiment en crise financière alors qu'on est sur une crise de finances publiques réelles, parce que des choix ont été faits. Des choix qui ont effectivement favorisé la politique de l'offre, ou en tout cas il faut toujours moins de prélèvements pour que les entreprises puissent créer toujours plus d'emplois, et puis surtout une casse du service public, une casse du modèle social, du contrat social auquel, ça a été rappelé tout à l'heure, finalement les Français sont très attachés. On est en train systématiquement, en tout cas sur cette dernière décennie, avec Emmanuel Macron, de nous expliquer que, enfin bon, l'impôt c'est plus possible en fait, puisque ça empêche toutes les initiatives créatrices d'emplois, que les prélèvements c'est trop lourd, qu'en France on a vu qu'on voit que ça pèse énormément sur le système d'entreprise, et puis de l'autre côté on voit que le système redistributif qui était la force en fait du contrat social français est en train de s'affaiblir au profit de toujours les mêmes, les plus riches. C'était la conclusion de cette première table ronde, c'est-à-dire que à partir du moment où on a des ultra riches qui prennent le pouvoir et qui posent aujourd'hui très clairement un vrai problème démocratique, eh bien il faut qu'on arrive à trouver des alternatives. Et cette deuxième table ronde, on va continuer en fait à dérouler le fil. Parce que on l'a dit, il y a un besoin d'investissement réel. Il faut qu'on finance la transition écologique. Il faut qu'on finance les besoins en matière d'éducation, en matière de santé. Et puis on a ce contexte géopolitique qui oblige à pouvoir, en tout cas, continuer à se préserver et à prévoir des dépenses militaires. On le voit, l'actualité est quand même prégnante entre les drones et les énormes porte-avions. Non, c'était pas un porte-avions, mais enfin gros cargo qui arrive vraiment à proximité des frontières françaises. On peut se dire aujourd'hui qu'effectivement il y a peut-être des choses à faire. Mais pour continuer en fait dans ce deuxième temps, en fait on va essayer d'avancer sur voilà certaines questions encore qui se posent. Et notamment la question de la croissance, parce que c'est vraiment une base importante du débat. En fait, tout est basé sur et c'était le pari d'ailleurs qu'avait fait Macron, c'est comment on arrive finalement, et avec l'inflation et avec la croissance, faire en sorte que les baisses d'impôts et les cadeaux que je donne aux entreprises soient finalement compensés au travers de cette fameuse croissance qui, on le sait, n'est jamais venue et de toute façon ne viendra pas, puisque nous sommes, nous ici, écologistes, tout à fait conscients qu'à partir du moment où on a atteint, alors ça y est, la 7e limite sur les 9 limites planétaires, enfin, on a de toute façon une vraie question de fond. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à investir pour continuer à préparer l'avenir, à retrouver chemin de la justice fiscale, et puis surtout une réduction des inégalités. On le voit, les derniers rapports démontrent qu'il y a un écart de richesse et une pauvreté qui s'est très fortement accrue, et ce sera un des sujets que l'on traitera cet après-midi. Alors, pour nourrir cette discussion, en fait, nous avons le plaisir d'accueillir alors quatre nouvelles intervenants. Alors, je vais commencer par vous, Fabien Guimbretière. Vous êtes secrétaire national de la CFDT, responsable notamment de la politique économique, du dialogue social et de la transition écologique, donc à la CFDT. Alma Montserrant, vous êtes macroéconomiste et vous avez travaillé sur la décroissance, notamment le financement des retraites par répartition dans un monde en post-croissance. Et vos travaux portent également sur le fait que la post-croissance ne nous condamne pas à l'austérité budgétaire, et vous allez pouvoir nous expliquer
comment cela est possible. Clément Carbonnier, vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 8, chercheur au laboratoire d'économie c'est vrai? Ouais, c'est pas grave. Non, mais voilà, alors les fiches, elles sont pas bonnes en plus. Bon, Clément, bienvenue, Paris. Hein. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes quand même chercheur affilié au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Ça, oui. Bon, parfait. Et vous travaillez sur l'impact sur la fiscalité, sur les comportements des agents économiques et sur l'utilisation des taux de prélèvement obligatoires pour remplir d'autres objectifs que les recettes publiques. C'est ça. Et enfin, alors, Alexandre Poidat, c'est ça, vous travaillez chez Oxfam. Vous êtes responsable du plaidoyer climat et inégalité, et vous travaillez particulièrement sur le lien entre finances, inégalité et transition écologique, notamment la régulation des flux financiers, la remise en cause des financements fossiles et l'optimisation fiscale des quatre grandes entreprises. Alors merci tous les quatre d'être venus ce matin. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions par vous, Fabien. Donc vous intervenez pour la CFDT et moi j'ai envie de vous poser une question, c'est qu'aujourd'hui, quelle vision vous portez, quels sont les éléments que vous souhaitez, vous en tant que syndicaliste, mettre sur la table pour qu'on puisse justement arriver à trouver un budget alternatif et ce qu'il faudrait faire. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet non seulement très important mais en plus brûlant et vraiment d'actualité. Et donc une table ronde, enfin en tout cas une journée qui a énormément de sens. Il y a des choses que je vais dire qui vont évidemment faire un peu écho à la table ronde précédente, mais c'est pas grave. Le fait est que dans le domaine syndical, on parle beaucoup de transition écologique juste, ce qui permet de lier directement les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, parce que tous les travailleurs et les travailleuses, mais aussi tous les citoyens ne sont pas égaux face au changement et que les besoins d'accompagnement face à ces transformations, on doit les financer par de l'accompagnement qui doit être différencié. Et donc, on doit faire des choix de justice sociale plus que jamais au regard de défis qui ne sont pas des choix à opérer. La transition écologique en tant que telle n'est pas un choix de s'en saisir. Nous devons nous en saisir. Par contre, quand on s'en saisit, on a des choix à faire et c'est là-dessus que je vais aller. Nous, on constate un décalage fort entre les priorités budgétaires et les besoins concrets des citoyens et donc surtout les plus vulnérables dont je viens de parler. La CFDT, avec le pacte du pouvoir de vivre, y travaille. Mais au-delà de ça, un budget est le reflet de choix de société en tant que tel et que la transition écologique, je l'ai dit, doit être juste pour les travailleurs et les citoyens avec des efforts équitablement répartis. Et la CFDT conteste, mais on l'a déjà dit un petit peu dans la précédente table ronde aussi, que réduire les impôts des plus riches pour que l'argent ruisselle sur les plus pauvres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et qu'on a un besoin criant de justice sociale et on a donc d'autres idées à trouver. Les propositions que je vais vous énoncer tournent autour de deux grands principes. Le premier, c'est réorienter les dépenses publiques en supprimant les dépenses inefficaces ou nuisibles. On peut parler des niches fiscales, des exonérations excessives, des subventions polluantes, pour les aligner sur les enjeux sociaux et écologiques. Et le deuxième principe, c'est renforcer la justice fiscale en augmentant la contribution des citoyens et entreprises les plus aisés à travers une fiscalité plus progressive, équitable et adaptée au patrimoine, donc un partage des efforts. Donc les propositions, le premier grand axe, c'est réduire les dépenses inefficaces et néfastes. Il en a été question dans la première table ronde. Pour nous, la CFDT, il faut qu'on supprime les exonérations de cotisations patronales, alors pas au-delà de 1,88 SMIC, mais au-delà de 1,6 SMIC, car leurs effets sur l'emploi et la compétitivité sont inexistants, et ça représenterait un gain d'environ 20 milliards d'euros par an.
Quand on parle de cette suspension, enfin, on parle pas de supprimer, mais plutôt, nous, à la CFDT, on n'a rien contre les aides publiques aux entreprises, à condition qu'on sache exactement pourquoi on les met, à quel objectif elles correspondent, que ce ne soit pas un grand tout, qu'on en fasse un bilan, qu'on les flèche, et qu'on se pose ensuite la question de si on doit les faire perdurer ou pas. Pour la CFDT, pour faire le lien avec le pouvoir d'achat, on dit qu'ensuite les cotisations on demande la suppression au-delà d'1,6, pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux, et en dessous 1,6 SMIC, les exonérations, elles doivent être conditionnées à des accords de branche sur les accords salariaux. Et qu'en l'absence d'accords de branche sur les accords salariaux, les entreprises composant cette branche se voient supprimer leurs exonérations de cotisations qui seront ensuite réorientées vers les salaires des salariés. C'est une manière de... Quand les entreprises ne jouent pas le jeu, c'est la conditionnalité des aides de la manière la plus basique qui soit. C'est que si les entreprises qui ne jouent pas le jeu avec les aides publiques qui leur sont octroyées, eh bien, surtout sur des éléments salariaux, on les réoriente alors en direct vers les salariés. Mais les aides aux entreprises, c'est aussi on sait que les aides aux entreprises s'orientent énormément vers les donneurs d'ordre, qui souvent maltraitent aussi. Quand on parle de sous-traitance, on parle beaucoup de maltraitance, et qu'il y a une responsabilité aussi des donneurs d'ordre qui sont les plus grands capteurs de ces aides, qui souvent reversent aussi des dividendes à leurs actionnaires et qui tordent le bras de leurs clients ou de leurs fournisseurs via la sous-traitance. Donc là, il y a aussi des choses à conditionner. Et puis ces aides publiques aussi, globalement, doivent être au service de projets collectifs de filières, des projets co-construits collectivement et portés collectivement, et pas au gré d'un système qui ressemble plus à un guichet qu'à un véritable projet collectif à bien des égards. C'est vrai aussi pour le crédit impôt recherche. Il faut aussi réévaluer les dépenses défavorables à l'environnement, les tarifs réduits sur les carburants, les énergies fossiles, et donc construire avec les filières concernées des vraies trajectoires, mais là, c'est là que prend son sens collectif, des trajectoires de fin progressif de ces niches fiscales ou de ces mauvais investissements. Et pour cela, on a besoin d'une vraie planification, de savoir exactement, de donner des perspectives aux entreprises. Nous, on entend tout à fait que les entreprises ont besoin de perspectives pour s'engager. Donc, posons des perspectives avec des vraies trajectoires et qu'on en mesure les effets et le suivi. Deuxième grand point, c'est investir dans l'avenir en renforçant les services publics, l'éducation, la santé, les transports, la justice. Là aussi, c'est au service de l'égalité territoriale et des citoyens face à ces transformations. Quand on parle notamment des services publics et des mobilités, on pense par exemple à la polémique qu'il y a eu sur les ZFE. Soutenir le modèle de protection sociale pour prévenir des crises sociales, ça a été largement évoqué dans la première table ronde. Et puis augmenter les investissements dans la transition écologique. Ce matin aussi a été évoqué le rapport Pisani-Ferry. C'est des dizaines de milliards d'euros qu'il faut investir. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Ça a été dit aussi, l'inaction coûtera beaucoup plus cher que l'action. Troisième grand point, promouvoir la justice fiscale. Pour la CFDT, l'impôt progressif est l'impôt le plus juste. La CFDT revendique le renforcement de cette progressivité en ajoutant des tranches et en relevant le taux d'imposition des plus riches. Et puis, rétablir aussi le rétablissement de l'ISF avec une version améliorée et un ISF climatique. Et puis, la taxe Zuckman, dont il a aussi beaucoup été question. Taxe Zuckman, en tout cas, il faut que les ultra-riches, dans la mécanique même, moi, personnellement, en plus, je ne suis pas capable de dire ce qui est le mieux, mais il faut que dans la mécanique même, on trouve un moyen de faire contribuer les ultra-riches pour réussir à avoir des gains budgétaires qui sont au niveau de ce que propose la taxe Zuckman. Parce qu'il y a une polémique sur comment on place les curseurs. Il faut qu'on envoie des signaux très forts de justice sociale à ce sujet-là. Il faut aussi réformer la fiscalité des successions en réduisant les exonérations et instaurer un système plus équitable et plus progressif. La première inégalité est celle de la dotation en capital à la naissance. Et on voit que les propositions d'hier ne vont pas vraiment dans ce sens. C'est-à-dire que
Oui, on redistribue plus facilement, mais à ses enfants, ses petits-enfants, et que les plus riches vont réinjecter cet argent dans un circuit fermé, alors qu'on a besoin d'une redistribution. Il faut ensuite taxer davantage les revenus du capital. Alors c'était vrai avec taxer davantage les revenus du capital, donc les dividendes. Et là, le dialogue social aussi a quelque chose à jouer dans les entreprises, notamment parce que quand on parle des dividendes, c'est aussi regarder quelles aides publiques ont été touchées par les entreprises, puisqu'il s'agit souvent des grands groupes, quelles aides ont été reversées aux actionnaires, et donc le dialogue social a un rôle à jouer, et donc il faut aussi supprimer le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, et revenir à une taxation progressive des revenus du capital, et puis taxer les super dividendes et super profits. Et puis enfin, 3 derniers points, améliorer la fiscalité des entreprises, réduire les mécanismes d'optimisation fiscale et les disparités entre les PME et les grandes entreprises, et instaurer un taux effectif minimum d'imposition sur les bénéfices des entreprises de 25%, taxer le rachat d'actions sur les valeurs réelles et renforcer la taxe sur les transactions financières en élargissant l'assiette et augmenter le taux à 0,5%. On estime un gain de 3 milliards d'euros par an. Et puis, dernier point, on propose d'explorer quelques pistes qu'on n'a pas, nous, complètement tranchées, mais qu'on se permet de mettre dans le paysage, parce que la fiscalité écologique actuelle repose sur des taxes indirectes, comme la TICPE, donc une taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques, qui pénalise les ménages les plus modestes, tandis que les aides à la transition sont insuffisantes et mal ciblées. Et donc la première piste, c'est de créer une taxe sur le carbone ajouté, prélevée à chaque étape de production selon le contenu carbone, ce qui permettrait de couvrir tous les secteurs, y compris les importations, de réduire les risques de délocalisation et de fuite carbone, de protéger les entreprises françaises en assurant une équité fiscale, puisqu'elles sont très demandeuses, remplacer progressivement les taxes énergétiques actuelles qui pèsent sur les ménages, et c'est compatible avec le droit européen de mise en œuvre progressive par des secteurs émetteurs, le transport, l'acier, le ciment. Et la deuxième piste, c'est d'instaurer un revenu climat, d'augmenter l'importance des impôts progressifs, qui permettrait de réduire la part des impôts régressifs comme la TVA, et qui pèsent plus lourdement sur les ménages les plus modestes, sans pour autant renoncer à la taxation écologique. Voilà. Très bien. Merci. C'est trop long. Non, c'est parfait. Enfin, surtout si on veut avoir un petit peu d'interaction, il faut voilà, essayer de contenir la parole. Mais j'aimerais, Clément, que vous puissiez vous rebondir sur notamment proposition et sur la question de l'allègement des cotisations. Parce que l'allègement des cotisations, c'est 88 milliards l'an dernier. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Chaque fois, c'est toujours assez frappant. Et on voit qu'on n'est pas arrivé au bout de cette politique d'exonération de cotisations sociales. Et donc, comment on fait aujourd'hui pour revenir à une situation viable pour la gestion de nos comptes sociaux ? Oui, il y a comment on fait pour revenir, et puis déjà, quelle est cette situation viable et repenser, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui ont été faites depuis ce matin, 1,88, 1,6, etc., des choses différentes. Donc, il se trouve que ça rentre un peu plus globalement, et ça rejoint aussi ce qu'on avait dit dans la première, ce qu'avait dit notamment Nicolas dans la première table ronde sur la politique contre le travail. Donc lui, il disait 25 ans. Donc bon, il a dit que c'était bien avant. Moi, dans mon livre, il se trouve que je fais vraiment un livre sur cette question de la politique contre le travail, en fait, la politique de baisse du coût du travail. Et moi, je remonte un peu plus, 43 ans. Le marqueur, c'est avril 1982, la réunion CNPF gouvernement à Matignon et le moratoire sur les charges sociales. Et je pense que ça, c'est vraiment le début. Et donc, l'idée de partir de ça, alors je vais me focaliser sur les cotisations sociales parce que c'est un des points importants de recettes. Et donc, vous l'avez dit, avec des montants de plus de 80 milliards par an, donc ce qui est colossal. L'idée, c'est qu'il faut bien voir
à quel point ça rentre dans cette stratégie. Et le but de ce livre-là, c'est non seulement de refaire l'histoire, mais de montrer que cette stratégie du coût du travail, en fait, ça empiète sur tous les domaines des politiques publiques. Non seulement par des raisons budgétaires directement, mais aussi par des raisons réglementaires. Et donc l'idée, c'est un peu de le présenter sous 3 axes. Le premier, ça a été la modification du financement de la sécurité sociale, donc avec l'idée de dire, en fait, on va garder un peu des salaires qui vont rester dynamiques, on va garder une protection sociale et on va juste changer le financement pour faire baisser le coût du travail. Donc il y a les exemptions qui ont été en fait le deuxième pas, parce que si je remonte à 1982, c'est parce qu'en fait les années 80, avant d'avoir les exonérations, il y avait les déplafonnements qui effectivement n'ont pas les mêmes impacts, et notamment en termes budgétaires, mais participent déjà de la même stratégie. Puis quand on a eu fini de déplafonner, on est passé aux exemptions et aux exonérations de sécurité sociale, donc c'était le point très important, et à la deuxième phase, qui a été de dire, il ne suffit pas simplement de changer le financement, il y a un moment où il faut baisser le financement, et donc là, on a commencé à attaquer la protection sociale elle-même, et donc là, c'est le début des années 90, la réforme des retraites de 93, les réformes de la santé, etc., et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et puis le troisième point qui a été plus tardif, alors on peut discuter sur les formes, c'est-à-dire est-ce que c'est le fait d'avoir fait les 2 premiers points qui ont permis à la France par rapport à d'autres pays, l'Allemagne en particulier, de faire le 3e point plus tard, ou est-ce que finalement c'est le fait d'avoir accepté l'idée d'avoir perdu la bataille des idées sur la question du coût du travail dans les 2 premiers cas qui a fait qu'on y est venu aussi au 3e. Et là, il y a un débat entre les deux, mais le 3e, c'est qu'on s'est attaqué directement au salaire net à travers différents points, à travers des baisses des pouvoirs de négociation. Et donc là, peut-être on pourrait y revenir sur cette question du conditionnement. Est-ce que c'est le bon outil pour redonner du pouvoir de négociation, ou est-ce qu'il y a d'autres outils qui seraient meilleurs sur ça? Yannick Jadot en a parlé, la question du SMIC qui n'a pas augmenté depuis maintenant 13 ans. La dernière augmentation, c'était 2012. Et donc voilà, on a ces 3 points. Alors là, je vais revenir sur le premier point, qui est celui qu'on donne, les allègements de cotisation. Historiquement, on a quoi? Ça commence donc en 93 avec des allègements, vous voyez là, un petit peu en bleu. On a 5,4%, c'est les allègements famille, d'entre 1 et 1,1 SMIC. Et la moitié, pour être un peu dégressif, entre 1,1 et 1,2 SMIC. L'année suivante, on augmente un peu la partie de moitié. L'année suivante, on augmente un peu la partie entière. Et puis, on arrive à 96 et les allègements Juppé, où là, on lisse. Mais en fait, en lissant, on a le point de sortie qui, du coup, passe de 1,3 à 1,33 SMIC. Mais surtout, on monte au niveau du SMIC à 18%. D'accord ? Là, il y a un peu de temps qui passe sur la fin des années 90. Des allègements supplémentaires temporaires d'incitation au passage aux 35 heures, qui ensuite sont pérennisés par, en 2005, enfin, entre 2003 et 2005, par les allègements Fillon, qui mettent le point de sortie à 1,6 SMIC, avec un maximum à 28, avec des petites différences entre la taille d'entreprise. Là, à nouveau, on a un petit temps où ça reste pareil. Et puis, 2013, on rajoute le CICE, c'est-à-dire qu'on rajoute 6%. Alors, au départ, ce n'est pas une exonération, mais c'est juste quelque chose de technique d'être un crédit d'impôt, parce que le but, c'est vraiment de continuer les exonérations. Donc on augmente de 6%, on passe de 26 à 30%, avec un point de sortie cette fois à 2,5 SMIC. L'année suivante, c'est pas 4%, ça passe à 6%. L'année suivante, on rajoute la première partie du pacte de responsabilité avec 1,8% supplémentaire jusqu'à 1,6 SMIC, qui est prolongé jusqu'à 3,5 SMIC l'année suivante encore. Et puis 2017, on passe à 7%, mais en 2019, on revient à 6%. Mais le petit gain de 1% est utilisé notamment avec des nouveaux allègements sur, cette fois, les hors sécu Agirc-Arrco pour refaire un petit supplément au niveau du SMIC, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à 40%. C'est énorme, hein, 40% du SMIC, finalement, du SMIC total, super brut, c'est-à-dire du SMIC monétaire et du SMIC en nature, via la protection sociale, tout ce dont a parlé aussi Nicolas tout à l'heure, 40% qui est payé par l'État en réduction de cotisation, et quelque chose qui monte jusqu'à 3,5 SMIC.
Donc l'idée, on a parlé un peu, c'est inefficace. Donc là, je fais un peu une revue de la littérature pour montrer que, en fait, il y a eu énormément d'évaluations de ces différentes réformes et c'est inefficace. Ça ne crée pas d'emploi. Le point important, c'est que au fur et à mesure de faire ces études, ça a commencé à infuser. Alors je ne sais pas, notamment dans le milieu académique, et dans d'autres milieux, que c'est inefficace. Mais alors, il y a une acceptation à moitié. C'est-à-dire qu'on a dit c'est inefficace en haut. Et notamment, il y a une note du CAE de 2019, et c'est aussi un peu finalement ce que dit la lettre de mission de Madame Borne à Bozio et Wasmer. C'est inefficace en haut, mais c'est efficace en bas. D'accord ? Or, c'est pas vrai en fait. Ce que montrent les études, c'est que c'est inefficace en bas aussi. C'est un point qui est important à voir. Et donc et là, on revient sur cette question des 1,88, 1,6, etc. Le problème de faire cette réduction-là, c'est que, à nouveau, cette question d'accréditer des fausses idées, ça accrédite l'idée. Pourquoi on fait juste ces baisses-là et on garde le 40% en bas? On accrédite l'idée que c'est efficace en bas. Or, ce qui coûte très très cher, c'est notamment en bas parce que les gens sont mal payés et donc c'est en bas qu'on en fait beaucoup et que le taux est énorme. Et d'ailleurs, quand vous allez chiffrer le retour à 1,6 SMIC, vous avez dit on a un gain de 20 milliards. Ça veut dire qu'on laisse plus de 60 milliards de pertes. Et si ces 60 milliards sont inefficaces, c'est de la perte. Donc la question, effectivement, et c'est là où moi j'ai un désaccord avec les questions de conditionnalité. Après, la question, c'est quels sont les autres moyens de redonner du pouvoir de négociation. Mais 60 milliards, c'est quand même cher pour ça. Si ça n'a pas d'effet positif sur l'emploi, on ne va pas essayer de leur trouver un autre effet en disant on va les rendre conditionnelles. Non, normalement, elles sont conditionnelles à l'emploi. Elles sont conditionnelles à créer de l'emploi. Si ça ne crée pas de l'emploi, on les enlève. D'accord ? Et donc ça, c'est un des points qui me semble très important. Derrière, les effets pervers autres, ça ne crée pas d'emploi. Par contre, ça a un impact inégalitaire, c'est-à-dire que ça ne va pas intégralement dans la poche des actionnaires, ça va en partie dans la poche des actionnaires et en partie, c'est reversé pour les salariés les mieux payés. Et donc, ça augmente aussi les inégalités salariales. Donc, les réformes en cours. Donc, on était là. Ce qui s'est passé, c'est que la proposition Bozio-Wasmer, c'était de lisser avec un point de sortie à 2,5 SMIC et une petite baisse en bas. Donc, ce qui était intéressant, c'est-à-dire qu'ils accréditaient, commençaient à l'idée, on est même en bas, on est peut-être allé un peu trop haut, et c'est vrai que ça ne marche pas si bien que ça, donc on peut aussi baisser un peu en bas. La proposition Barnier, c'était de dire, maintenant, on va garder tout en haut, et on va juste faire ce petit baisse en bas pour gagner 4 milliards. Bon, ça, il y a eu une motion de censure. Finalement, ce qui a été voté dans le PLF 2025, c'était de garder la même pente initiale et juste de baisser les seuils de sortie, mais juste de la partie ex-CICE et ex-pacte de responsabilité, de 2,5 à 2,25 SMIC et de 3,5 à 3,3 SMIC, mais avec quelque chose qui était déjà voté pour l'année suivante et donc il manquait plus que le décret d'application qui est sorti donc le 4 septembre, qui là du coup change sans qu'il y ait besoin de passer par le nouveau PLF puisque c'était dans le PLF précédent, avec cette fois une sortie lissée à 3 SMIC, alors qui n'arrive pas à 0, qui arrive à 2% à 3 SMIC, on ne comprend pas vraiment pourquoi, et qui part de 40%, d'accord ? Et qui fait, alors selon les estimations, à budget constant ou une très très légère gain de l'ordre de 1 milliard, mais c'est au mieux. Donc c'est ça qui est proposé. Et donc là, on est en gros encore à 80 milliards avec ce genre de choses. D'accord ? 80 milliards qui ne créent pas d'emploi. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il y a l'idée, alors là j'étais en discussion avec différentes personnes, et donc il y a l'idée de la proposition de l'extinction à 2 SMIC, donc qui serait celle-là. Donc, alors après, ça dépend des chiffrages, parce que ça dépend si on fait de la forme de la courbe, si on la fait descendre très très vite au début, on gagne un peu plus. Là, l'estimation avec les paramètres à peu près que moi j'étais de l'ordre de 8 milliards d'économies, donc ce qui est pas rien. À 2 SMIC, ouais. À 2 SMIC, on gagne là, par rapport à aujourd'hui 8 milliards.
il y a un de vos collègues, donc un assistant écologiste de l'Assemblée nationale, avait à peu près le même chiffrage. Et puis il y a eu des chiffrages par Open Fiscal. Ils ont trouvé, selon la pente, entre 7 et beaucoup plus, si on arrête beaucoup plus. Mais voilà, c'est cet ordre-là. Moi, ce que je propose, évidemment, c'est pas d'arrêter tout de suite, parce que ça ferait un choc de liquidité, mais par contre, de rentrer dans un processus qui permette effectivement, à long terme, de le dégonfler, et de le dégonfler un peu plus amplement, et de pas se construire un mur qu'on ne puisse plus dégonfler. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire du gel. C'est pas nouveau, ça a été fait, parce qu'en fait, finalement, si vous vous souvenez, dans le projet de loi de finances de 2024, il y avait déjà une forme de gel, puisque les seuils du bandeau famille et du bandeau santé n'étaient plus exprimés en SMIC courant, mais en SMIC de 2023. Ce qui correspond en fait à un gel, puisque comme il y a quand même de l'inflation, ça fait baisser les choses. Et donc l'idée, c'est de faire un gel, mais un double gel, dans le sens un gel à la fois sur le barème, c'est-à-dire le seuil d'extinction n'est plus exprimé en SMIC, mais en euros, ou en SMIC d'une année donnée, mais aussi le montant n'est plus exprimé en pourcent, mais en euros. C'est-à-dire, en gros, au lieu de dire donc on revient potentiellement sur le point initial, au lieu de dire on part de 40% du SMIC à 1 SMIC et on s'éteint à 2% du SMIC à 3 SMIC, d'accord? On dit, c'est plus simple, on va être à 120 € mensuels pour 1800 € bruts mensuels, et ça s'éteint à 108 € mensuels à 5400 mensuels. Et là, du coup, avec l'inflation, on va avoir une baisse et un dégonflement progressif tous les ans. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est que c'est un peu moins la première année, ça va un peu moins vite. Alors, ça dépend de l'inflation, évidemment. Plus l'inflation est forte, plus on gagne, c'est le principe des gels. Mais avec une inflation à 2%, on gagne à peu près 4 milliards par an. Alors, c'est un peu moins, évidemment, la première année, mais c'est tous les ans. Alors, ça, c'est le point. Et puis le deuxième, donc ça, c'est cette idée du gel. Et puis au bout de 5 ans, on a baissé encore plus. Alors, il y a quand même ce point de 2% qui est assez étrange. Et donc, une possibilité supplémentaire, surtout si on veut un gain tout de suite, c'est en fait la première année, on fait deux choses. On fait le gel et on lisse avec un vrai zéro au point de sortie à 3%. On ne fait pas ce 2%-là. Cette manière de lisser-là génère en fait 7 milliards de plus. Donc en fait, on a une première année à 7 milliards plus 4 milliards, 11 milliards. Et ensuite, on laisse couler le gel au fur et à mesure avec, en gros, un peu moins de 4 milliards de plus chaque année. D'accord ? Et donc là, on va pouvoir dégonfler réellement ces dépenses qui sont inutiles et qui sont très coûteuses. Très bien, moi je trouve que ça répond à l'objectif de simplification. On est sur des montants et pas sur des pourcentages. Et puis pour un État efficace, en fait, on est en plein dedans. Donc bravo pour cette présentation. On va enchaîner tout de suite parce que le temps file. Donc il va falloir essayer d'être encore plus concis dans vos interventions. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est parce que donc là, on a vu effectivement la question du coût du travail, mais il y a toujours cette petite mystique de la croissance, toujours plus de croissance. Et donc, je voulais savoir, Alma, voilà, est-ce que finalement, un monde sans croissance économique et une sécurité sociale sans croissance de l'activité, est-ce que c'est vraiment possible ? Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs parce que le sujet est vraiment amené par les interventions précédentes et ça va me faciliter beaucoup la tâche. Et donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut quand même financer la protection sociale même si l'économie était en décroissance ? Donc, cas soi-disant plus difficile à gérer qu'avec croissance. Une petite citation pour commencer. Si nous travaillons moins et nous produisons moins, nous ne pourrons plus financer le modèle social qui est le nôtre. Nous avons besoin d'investir de l'argent public dans notre santé. Nous pouvons l'investir parce que nous produisons. Un modèle de décroissance, c'est un modèle de décroissance aussi de notre modèle social. Alors, quiz, qui est-ce ? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous le donne. Notre président Emmanuel Macron qui se frotte les mains avec cet argumentaire face aux citoyens de la Convention citoyenne pour le climat en 2019.
en leur disant c'est très bien, vous n'avez pas fait le choix de la décroissance parce que de toute façon la décroissance c'est qu'on ne peut plus payer les profs et les retraités et la santé, etc. Alors derrière cette affirmation, il y a deux idées reçues en une que je vais essayer de vous proposer de démonter l'une après l'autre. La première, c'est un peu ce qu'il dit, c'est si on produit moins, l'État percevra moins de recettes fiscales et ne pourra plus payer la santé, l'éducation, les retraites. Je mets mon timer. Ouais. Et la deuxième, qui est derrière celle-ci, c'est la richesse créée par le secteur privé qui finance le secteur public. C'est un peu, si on veut investir dans la santé, il faut qu'il y ait de la richesse quelque part, produite par le secteur privé pour pouvoir avoir de la santé dans le secteur public. Alors, je vais commencer par cette dernière idée à démonter. Donc, ce n'est pas le privé qui finance seul le public. Et là, merci à Nicolas da Silva qui a préparé le terrain. Je vais aller assez vite. Je vous propose... déjà, on peut imaginer une expérience de pensée où toute l'économie est socialisée. Il n'y a plus de secteur privé. Et on sait que ça peut techniquement fonctionner. Et donc, ça paraît évident que ce n'est pas le secteur privé qui est inexistant qui financerait le secteur public qui recouvre toute l'économie. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait presque s'arrêter là, mais je vais vous montrer un petit exemple où il y a quand même du secteur public et du secteur privé. On imagine, c'est une expérience de pensée, un État avec 99 fonctionnaires. Il y a 100 personnes dans le pays. Il y a 99 fonctionnaires et une personne qui est dans le secteur privé, qui propose des tours de manège ou qui vend des glaces. Les autres font l'éducation, la santé, l'énergie, le transport, l'alimentation, tout ce que... Voilà. L'État paye 1 000 € par mois des salaires à ses fonctionnaires. On a un taux d'imposition de 99%. C'est une expérience de pensée. En même temps, il y a 99% des gens qui travaillent dans le secteur public, donc ça peut se tenir. Les impôts qui sont levés sont donc de 99 fois 990 €, qui remontent à l'État directement, payés par les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont 10 € chacun pour aller acheter des glaces ou des tours de manège, et les payent dans le secteur privé. En parallèle de ça, ils fournissent donc tous les services publics et les biens publics pour 0 € pour eux-mêmes et pour 0 € à la personne du secteur privé. La personne du secteur privé a le droit aussi à sa glace ou à son tour de manège et se paye à elle-même les 10 €, ce qui monte son chiffre d'affaires, ses revenus, à 990 plus 10, 1 000 €. Et le taux d'imposition étant de 99%, il paye ou elle paye 990 € à l'État. Les dépenses sont égales aux recettes pour l'État, égales à 99 000 €. Donc, cette petite expérience de pensée, juste pour montrer que il est évident que ce n'est pas cette personne seule qui produit des glaces ou des tours de manège qui finance les 99 fonctionnaires et leur activité. Là encore, je pourrais presque m'arrêter là, puisqu'on pourrait se dire, en décroissance, on va faire décroître principalement des activités du privé, la construction automobile, l'aéronautique, plein de choses. D'après ce que je viens de montrer, ce n'est pas le secteur privé qui finance le secteur public, donc il n'y a pas de sujet, le secteur public pourra continuer à être financé. Comme il me reste quelques minutes, je vais quand même... là, c'est une analyse statique, on imagine une autre économie, et là, je vais vous parler plutôt d'un processus dynamique, où on part plus d'une économie qui est proche de la nôtre, et où on aurait une réduction de consommation. Donc, je ne vais pas dans le détail de toutes les transformations qu'impliquerait une trajectoire de décroissance, mais vous pouvez imaginer qu'on consomme moins, pas de besoins essentiels, vitaux, évidemment, mais on a un système de transport, une proximité à nos lieux de vie qui fait qu'on n'a plus besoin d'une voiture individuelle par personne.
que les biens sont plus durables, donc vous n'avez pas besoin de racheter une machine à laver tous les 4 ans, parce qu'elle dure 20, 30, 40 ans et vous la réparez plutôt que la racheter, etc., etc. Donc vous avez des besoins et une consommation donc, qui diminue, imaginons de 100. Si la consommation diminue, la production et donc la valeur ajoutée associée à cette production diminue de 100 dans l'économie. Moins de valeur ajoutée produite, ça fait en fait moins de revenus pour les ménages en termes de salaire ou de profit, et aussi moins de cotisations perçues par l'État, les caisses de retraite ou de sécurité sociale. Si ça ne vous parle pas, mettez-le dans l'autre sens. Quand on consomme plus, on va 100 de plus, on fait 70 de plus qu'il y aura en salaire et 30 de plus qu'il y aura en cotisation pour l'État. C'est pour ça que les gens nous disent qu'il faut de la croissance pour financer les recettes de l'État, etc. Donc là, c'est à l'inverse. Et donc, il y a une baisse de cotisation, enfin une baisse de recettes de cotisation de 30. Alors, ce qui est très important à voir, là, la clé, c'est que, certes, les revenus des ménages diminuent de 70, mais en fait, comme leurs besoins ont diminué de 100, parce qu'il y a eu des changements d'organisation, écologique et de décroissance, leurs besoins ont diminué de 100 et leurs revenus ont diminué de 70. Donc en fait, ils ont 30 de plus par rapport à avant de disponibles. Revenus effectivement disponibles, plus 30. Ils peuvent les épargner, ces 30. Et donc on a une épargne privée qui augmente de 30 à l'instant T. Et puis les cotisations, le manque à gagner de cotisations fait une augmentation du déficit de plus 30. Donc la comptabilité nationale, évolution de l'épargne privée égale l'opposé de l'épargne publique, donc un déficit public de 30. Avec cette épargne privée, ce surplus là de revenus effectivement disponibles de 30, on peut faire plusieurs chemins, il y a plusieurs chemins possibles. Soit l'effet rebond, c'est-à-dire que les ménages vont consommer une partie ou tout de ces 30. Il va y avoir un effet multiplicateur, etc. Et on peut revenir à l'état précédent. Sauf que ce n'est pas exactement la décroissance. Alors ça dépend bon, si on fait un effet rebond sur des billets d'avion ou sur des cours de piano ou de danse. Bon, disons qu'on ne veut pas forcément faire un effet rebond total et qu'on veut réduire quand même l'activité économique parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui sera consommé par effet rebond. L'autre possibilité, c'est, ça rejoint ce qu'ont dit tous les intervenants avant moi, c'est la hausse du taux de cotisation. Et je précise que ce n'est pas une hausse de volume de cotisation, c'est une hausse de taux qui permet, parce qu'il y a moins d'activité économique au global et qu'on veut continuer à financer une partie de besoins, eh bien, cette partie d'activité économique des services publics représente une part plus grande en proportion de l'activité économique, puisqu'on a dégonflé certains autres secteurs. Donc c'est une hausse de taux de cotisation pour représenter le fait que ce service public représente une part plus grande de l'activité économique. Et on peut avoir un mélange des deux, notamment si on pense aux besoins non satisfaits aujourd'hui. Un effet rebond, ce n'est pas forcément des billets d'avion, c'est aussi des personnes qui ont très peu de pouvoir d'achat aujourd'hui, qui sont dans la pauvreté et qui bénéficieraient largement d'avoir un peu plus de revenus disponibles pour satisfaire leurs besoins essentiels. Là, je vous montre juste des boîtes comme ça, fixes un petit peu quand même. J'ai un modèle macroéconomique avec des simulations, des courbes qui bougent, etc. Et bon, juste pour dire que c'est pas juste des petits calculs comme ça de coin de table et ça boucle bien macroéconomiquement parlant. Voilà, donc, si vous voulez... cette hausse du taux de cotisation, initialement, moi je l'avais fait sur un modèle avec des actifs et des retraités, où c'est les actifs qui voient leurs dépenses diminuer. Et je prenais le cas le plus difficile qui soit, c'est d'imaginer qu'on veut quand même les retraités ne voient pas leurs besoins diminuer, parce que par exemple, je sais pas, ils ont des modes de vie plus figés, ils ont déjà de toute façon pas de voiture, etc. Et on veut pas toucher à leur mode de vie. Et donc mes résultats montrent que, en fait, comme là, on peut aller chercher ces 30,
soit par effet rebond de recettes publiques, soit par hausse de cotisations sociales, on peut continuer à financer un même niveau de protection sociale, de retraite et par extension de protection, maladie, chômage, etc. Et alors, là, vous allez me dire, mais en fait, vous faites tout peser sur les travailleurs, c'est bien joli, on augmente les taux de cotisation, mais bon, ça pèse sur soit leur pouvoir d'achat, soit la compétitivité. Il n'y a pas d'équation magique. Ben si, parce que c'est la clé, c'est la réduction des besoins. Et là, je vous ai montré que leur pouvoir d'achat, il est réellement pas affecté à la baisse, il est plutôt à la hausse. S'il y a une partie d'effet rebond, ils ont un petit peu plus de pouvoir d'achat. Et le coût du travail, en fait, là, c'est des cotisations, on va dire, employeurs. On n'est pas obligé d'augmenter les cotisations employés, pardon. C'est pas forcément les cotisations employeurs, même si la distinction, en fait, entre les deux est assez arbitraire. Mais en réalité, donc, on n'est pas obligé d'augmenter le coût du travail si on augmente ces cotisations. Ça peut se faire à baisse de salaire net. Mais comme les besoins diminuent, on ne touche pas négativement au pouvoir d'achat effectif. Voilà. Donc, une économie qui serait en décroissance, donc des dommages écologiques réduits. Si on amoindrit l'effet rebond, on peut éviter le rebond aussi sur les dommages écologiques. Et on peut préserver une équité intergénérationnelle dans le cas des retraites. Comme je l'ai dit, ça ne pèse pas ni sur le pouvoir d'achat en fait, des retraités, ni sur celui des actifs. Vous pouvez remplacer par extension les retraités par des médecins, des infirmières, des profs. Et c'est juste qu'au lieu de rester chez eux, ils sont payés pour faire quelque chose. Mais du point de vue dans le modèle macroéconomique et du raisonnement, on peut étendre très facilement. Donc il est possible de financer non seulement les retraites, mais aussi la protection sociale et les dépenses publiques en général, l'éducation, etc. Même dans une économie en décroissance. Petit corollaire, si on produit moins, comme dit Emmanuel Macron, et si on travaille moins, bah oui, c'est bien, on travaille moins, on a moins à bosser. Collectivement, ça peut être un avenir plus radieux, à modérer quand même par le fait que il y a certains économistes décroissants qui font miroiter des baisses énormes de temps de travail possibles. En réalité, si vous changez les façons de produire et que vous passez d'un système de production qui est énormément intensif en capital, en machines, en énergie pour faire activer les machines et en matériaux pour construire les machines, en fait, vous avez besoin d'un petit peu plus de temps humain. Donc, il ne faut pas non plus croire que la réduction de temps de travail en décroissance, ce sera magnifique et ce sera 3 jours de travail par personne, par jour. Finalement, donc, pour redire un peu, ce n'est pas parce qu'on produit moins de voitures que nous n'aurons plus de quoi vivre, nous soigner, enseigner. La vraie question n'est pas celle du financement, mais celle des ressources réelles. Et c'est là que ça peut éventuellement coincer. C'est pas sur le financement. Tout ce qu'on peut réellement produire, si on a le temps, les qualifications, l'énergie, les matières, les savoirs, on peut le financer. Et la question, c'est est-ce qu'on a réellement ces ressources ? Et si il y a une tension sur les ressources, et donc par corollaire, tension sur le financement, en fait, la décroissance, c'est plutôt, ça facilite, en réduisant les besoins, une transformation de décroissance peut même alléger cette contrainte de ressources et donc faciliter le maintien de la protection sociale. On est sur un renversement total de l'accusation. Voilà, je vous remercie de votre attention. À partir du moment où on sait que on va avoir un problème de financement, on l'a déjà, et qu'on aura un problème de ressources, il est plutôt réconfortant de penser que des macroéconomistes travaillent sur ces sujets. Je trouve que c'est intéressant parce que ça fait un peu travailler la gymnastique. Des éléments qui ont été évoqués sur la nécessité de lever des recettes où il est totalement possible de le faire sans toucher aux classes moyennes et populaires, en basculant le poids de la fiscalité de la consommation vers les producteurs, du travail vers le capital.
en ayant en tête évidemment que les assistés de notre société, ce sont les multinationales et les milliardaires, puisque les multinationales payent proportionnellement moins d'impôts que les PME. Il y a une étude de l'INSEE qui est parue la semaine dernière qui démontre ceci de façon extrêmement intéressante. Et notamment, il faut se rappeler que Emmanuel Macron avait baissé l'impôt des sociétés, donc sur toutes les sociétés, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, progressivement de 33% à 25%, et qu'aujourd'hui, les multinationales et les grandes entreprises payent en réalité plutôt 15% d'impôt sur les sociétés. Il faut avoir ce chiffre en tête, et aussi, évidemment, ce que montre la taxe, le but du débat de la taxe Zuckman, c'est qu'on a des milliardaires qui payent proportionnellement moins d'impôts que le reste des Français. Donc, juste resituer l'église au centre du village sur où est-ce qu'on doit trouver l'argent. Ceci étant dit, comment on peut le faire aussi d'un point de vue de transition écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de ce point de vue-là, la fiscalité climatique est une opportunité majeure pour lever des recettes par rapport aux 2 clés de lecture dont on a parlé juste avant, mais aussi en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, donc en se focalisant spécifiquement sur des actes de consommation ou d'investissement, j'insiste, auprès des pollueurs. La fiscalité vise à réduire des inégalités, et donc dans le cas de la fiscalité climatique, à réduire des inégalités climatiques. Donc petit juste état des lieux là-dessus, on a probablement des gens en tête sur l'empreinte carbone de consommation, dont on parle régulièrement. Un Français en moyenne, c'est par an combien de tonnes de CO2 ? Les dites. Ouais, c'est ça, c'est 9 tonnes de CO2 équivalent environ par an. Pour les 50% des Français les plus pauvres, donc si on parle juste de CO2, parce que là mes chiffres sont en CO2, c'est 6 tonnes de CO2, donc c'est 9 tonnes de CO2 équivalent si on prend tous les dioxydes de carbone. Si on parle en CO2 uniquement, pour les 50% des Français les plus pauvres, c'est combien ? 3 ? Ouais, c'est à peu près 3,8 tonnes de CO2. Sachant que si on veut respecter le budget carbone planétaire et que les Français fassent l'effort, on doit arriver à 2,8 tonnes de CO2 par personne en moyenne en France d'ici 2030. Uniquement CO2. Donc, globalement, juste dire un truc. Déjà, on va arrêter de culpabiliser les 50% des Français les plus pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des comportements exemplaires, mais les 50% des Français les plus pauvres sont déjà dans les clous plus ou moins du budget carbone qu'on doit atteindre en 2030. C'est important de le répéter et donc de comprendre que derrière la fiscalité climatique et notamment la taxe carbone, qui est un mauvais exemple de la taxe gilet jaune qui va créer des tensions sociales derrière, on comprend mieux de ce point de vue-là. C'est la première chose. Donc on parle en général de budget carbone, sachant que les 1% les Français les plus riches, c'est environ 40 tonnes de CO2 par an. Et là, on va pouvoir aller flécher une fiscalité climatique sur des comportements plus polluants de la part des plus riches, qui sont à la fois non nécessaires, mais aussi qui sont notamment les modes de transport. On reviendra dessus juste après. Mais il y a un deuxième élément, c'est que l'empreinte carbone, je fais un peu de méthodologie, mais c'est hyper important, parce que ça structure le débat sur les inégalités climatiques en France. On regarde uniquement, et cette méthodologie, sur l'empreinte carbone de consommation. C'est très important de le dire. Donc on regarde que d'un point de vue de consommation. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on prend la situation où on a un sac LVMH, on met l'ensemble de la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre sur le consommateur, rien sur LVMH, rien sur Bernard Arnault. Ok ? C'est hyper important de le comprendre. Par ailleurs, cette méthodologie a été développée par British Petroleum en 2002. Si on regarde complètement l'inverse, ça ne veut pas dire que cette méthodologie est inutile. Elle est hyper importante de comprendre comment on peut justement orienter les émissions de gaz à effet de serre via la consommation. Mais si on regarde d'un point de vue d'investissement, donc imaginons qu'on bascule toutes les émissions du côté de Bernard Arnault et qu'on se dise on dédouane l'entreprise ou on dédouane le consommateur. Donc on fait l'inverse. C'est juste complémentaire, il faut avoir les deux en tête. Là, ça change tout. Donc, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre liées à l'investissement d'un Français moyen, assurance vie, livret A, etc., ça va être environ 10 tonnes de CO2. Ça correspond à l'empreinte carbone de consommation, c'est assez logique. Si on regarde celle d'un milliardaire, du coup, du point de vue de ses émissions liées au capital, donc, empreinte carbone de consommation de Bernard Arnault par an, c'est 8000 tonnes de CO2, consommation. 8000 tonnes, déjà, on est un peu... parce que c'est yacht, jet, etc., si on regarde du point de vue des investissements, c'est combien ? Dites des chiffres. Aucune idée. Personne ne se mouille ? Non. Ok, 2 300 000. Donc en gros, la conclusion, si on regarde d'un point de vue d'empreinte carbone de consommation, d'investissement, on a 63 milliardaires en France qui polluent autant que 50% de la population française. Ça rejoint des travaux qui sont faits par exemple par Lucas Chancel, un économiste proche de Thomas Piketty,
qui dit, mais attendez, si on regarde l'empreinte carbone de consommation de l'investissement, en fait, là, ça change complètement les grilles de lecture sur la fiscalité climatique derrière. Donc, évidemment, il faut une fiscalité de la consommation, taxe sur la publicité, taxe sur les voitures polluantes, malus, poids, taxe sur les voyageurs aériens fréquents. Voilà, nous, on a un manifeste fiscal du côté d'Oxfam avec 19 propositions de justice fiscale, dont 9 mesures qui sont chiffrées, etc. Je ne vais pas revenir dessus. C'est absolument nécessaire pour aussi une acceptation sociale. J'adore cette étude qui dit qu'il y a 50% des Français qui sont prêts à réduire la limitation de vitesse sur les autoroutes de 130 à 110 km/h. Si on pose la même question, ça a été fait par des chercheurs de Sciences Po, si on pose la même question au même échantillon et qu'on dit « mais si on demande aux responsables politiques, aux responsables économiques, par exemple, de ne pas prendre des jets mais de passer à l'avion », là on a 80% des Français qui sont prêts à faire des efforts et à une limitation de vitesse sur les autoroutes. Donc l'acceptation sociale, la taxation de la consommation des plus riches est hyper importante pour l'acceptation sociale. Ça ne va pas réduire le problème du réchauffement climatique, mais pour l'acceptation sociale, c'est nécessaire. Par contre, il y a un enjeu absolument majeur, c'est la fiscalité climatique du capital. Et là, on en parle assez peu. Donc, basculer la fiscalité, ça vaut la même chose pour la fiscalité la justice fiscale en général. Donc, de se dire, il faut qu'on mette le poids de la fiscalité sur la rente, la spéculation, l'héritage. Sur les enjeux climatiques, on a un problème majeur du côté de l'offre et du côté des multinationales qui, en particulier, évidemment, ne sont pas dans les clous de l'accord de Paris, ont une énorme responsabilité vis-à-vis de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais qui aussi n'investissent pas suffisamment dans la transition. Pour prendre un tout petit peu de recul derrière et pour savoir où se trouve l'argent, les 10 dernières années, si on prend le SBF 120, donc les 120 plus grosses entreprises françaises cotées, elles dégagent des bénéfices, sachant que le CAC 40, par exemple, donc, dont dans ces 120 entreprises ont réalisé 100 milliards de bénéfices l'année dernière, c'est un record absolu, tout va bien, l'argent va bien. Mais comment se répartissent ces bénéfices? En gros, on peut les répartir sur rémunération des actionnaires, réinvestissement ou prime et intéressement aux salariés. Combien de pourcentage est allé aux actionnaires les 10 dernières années, en moyenne, dans les 120 plus grosses entreprises françaises? Allez-y, dites des chiffres. J'aime bien les chiffres, vous avez compris. 50 plus 80%. Donc il n'y a que 20% qui est laissé derrière au réinvestissement et aux primes intéressement aux salariés. Ok. L'année dernière, Total, c'est combien? Juste Total Énergie, qui a besoin d'investir massivement dans les énergies renouvelables, par exemple. 90 petits joueurs. Plus 95 plus, c'est 101%. Hein? Quoi? Comment c'est possible? Bah ouais, ils puisent dans leurs réserves pour rémunérer les actionnaires. Donc il y a 15,6 milliards de bénéfices, il y a 16 milliards rémunérés aux actionnaires en prime et intéressement. En versement de dividendes ou en rachat d'actions. Enfin, on marche complètement sur la tête, ça n'a aucun sens. Okay. S'il y avait juste un tiers des bénéfices de Total qui avaient été réinvestis dans les énergies renouvelables, Total aurait doublé ses investissements dans les énergies renouvelables. Donc là, on comprend qu'il y a une manne financière énorme et colossale. D'ailleurs, on n'en parle absolument pas. Bien sûr, Total fort des nouveaux puits de pétrole et de gaz, et c'est absolument incompatible avec les accords de Paris, mais derrière, que fait des bénéfices majeurs que réalise Total et les autres entreprises françaises? Et donc là, la fiscalité peut être très intéressante, et la fiscalité donc du capital plutôt, pour aligner le multinational sur un scénario 1,5 degré. Et là, nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est 3 choses. Ça s'inscrit aussi dans la logique de l'ISF climatique, qui avait été originalement pensé par Oxfam et Greenpeace, et dont le but n'est pas simplement de juste taxer les riches pour financer la transition écologique, mais de taxer le poids de la richesse. Et c'est tout ce dont je vous parlais, et dont on n'a pas assez suffisamment parlé, parce que c'est un peu dur de l'imprégner dans le débat public, mais de justement taxer les émissions générées par la richesse des ultra-riches. En conclusion, il est totalement possible de lever des recettes tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en faisant reposer cet effort sur les 1%, 0,1% les plus riches. Merci. Merci beaucoup. Alors, il est midi 22. On doit clore à midi 30, surtout parce qu'il y a un cocktail qui nous attend, un petit cocktail déjeunatoire. Donc ça, c'est très, très motivant. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre 1 ou 2 questions à nos interlocuteurs. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été traités. Et donc, je ne doute pas que nombreuses mains vont se lever.
Oui, allez-y. Oui, ça a l'air d'être ça. Oui, merci beaucoup pour les exposés. Moi, j'ai trouvé que... Enfin, est-ce qu'on ne peut pas mettre... Enfin, dans les négociations à venir, est-ce qu'il ne faut pas mettre la lumière, enfin, le coup de projecteur sur 2-3 mesures majeures? Bon, et vous avez cité la progressivité de l'impôt, ça me paraît très important. Et ça a été dit ces derniers temps, mais pas, à mon avis, pas assez. Ça, c'est quand même une piste très intéressante, et les exonérations de cotisations sociales également. Enfin, voilà, moi je pense que politiquement, ça peut être bien de faire porter le discours sur 2-3 mesures majeures. Et vous avez, dans tout ce qui a été dit ce matin, vous n'avez pas évoqué le fait que, enfin, la suppression des... Enfin, c'était tellement évident que, d'accord, c'est peut-être pas la peine de le rappeler, mais qu'on a supprimé... Enfin, je ne sais pas combien d'impôts ont été supprimés, et ça fait quand même un énorme trou dans la caisse. Il faut juste le rappeler et donc réfléchir à par quoi ça pourrait être remplacé. C'est au moins 40 milliards, tout ce qui a été supprimé par le gouvernement actuel. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore... Il y a aussi, moi j'avais une question sur la question de l'imposition des sociétés. Il y a quelques décennies encore, il y avait un champ de recherche, enfin en tout cas de débat sur la progressivité de l'impôt sur les sociétés. Mais bon, malheureusement, on sait bien qu'une société, c'est pas comme un individu, c'est-à-dire que ça peut se séparer en deux pour éviter une imposition. Mais est-ce qu'on en est resté là, ou est-ce que ce champ de recherche est toujours en cours? Est-ce qu'on trouve des moyens de trouver ça? Parce que, enfin, comment dire, pour le commun des mortels, oui, on trouverait ça normal qu'en fait une entreprise paye en progressivité son revenu et pas simplement proportionnel. Mais est-ce qu'il y a eu des avancées là-dedans, ou on en est resté au même stade? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question. Alors moi, je ne suis pas du tout en fac d'éco ni rien, donc vraiment, je n'y connais pas grand-chose. Mais est-ce que si on faisait baisser seulement les cotisations salariales, est-ce que mécaniquement, ça ferait une augmentation du salaire net? Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est que, en fonction de ces questions, vous puissiez reprendre très brièvement chacun la parole, répondre à la question que vous souhaitez, et peut-être conclure voilà, vos propos. Vous avez chacun 2 minutes, ça va être court. Peut-être oui, pour la réponse d'ailleurs en direct. Ça dépend. Moi, je suis économiste, donc je réponds une réponse d'économiste. Non, plus sérieusement, non, ça dépend de plein de choses en fait. C'est-à-dire que ça dépend. C'est Alma qui a dit qu'il y avait la question salarié, cotisation salarié, employeur. La différence n'est pas toujours très nette parce qu'en fait, ça questionne aussi la question des négociations et des évolutions salariales. Donc évidemment, la réponse n'est pas la même quand on est au niveau du SMIC ou quand on est plus haut. Et donc, ça dépend aussi comment on l'accompagne, quoi, d'une certaine manière. Donc, à court terme, proche du SMIC, effectivement, une baisse des cotisations salariales, ça induit une hausse de pouvoir d'achat. Après, il y a les questions dynamiques à prendre en compte. Et j'ai mangé mes 2 minutes ou pas? Non. Non, j'avais sur la question de la progressivité en fait, et de cette question-là. Je pense que effectivement, il y a le trou très important de dire, mais en fait, il va falloir définir ce que c'est la taille, le périmètre de l'entreprise, et on sait que là, c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors, quelque chose qu'il faut faire de toute façon par rapport à tout ce qui a été dit sur l'évasion fiscale, etc. Mais je pense que rentrer un pas de plus dans les possibilités dans les possibilités d'évasion, enfin, ou d'optimisation à travers ce genre de choses n'est pas forcément une bonne idée. Et il y a un autre problème qui va avec, c'est la raison de taxer les entreprises, parce que finalement, in fine, le but, c'est en vrai, on ne taxe que les gens. Donc quand on taxe les entreprises, quelque part, c'est à travers
naturel, on va taxer leurs propriétaires ou certains des employés qui ont des positions particulières dans l'entreprise. Et en fait, de ce point de vue-là, la taxe des entreprises, elle vise qu'à taxer. Enfin, c'est une sorte de prétaxation parce qu'on n'est pas sûr d'avoir tous les gens derrière. Et donc, dans ce cadre-là, si on repense la fiscalité des entreprises à travers ce filtre d'une forme de prétaxation, la logique même de la progressivité et en dehors même de son caractère réalisable, je pense, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dur à justifier. Très rapidement sur le sujet de la baisse des cotisations sociales qui fera augmenter le net, c'est le discours aujourd'hui qu'on entend beaucoup côté patronal, sans garantie d'ailleurs que ça va vraiment augmenter le net. Et puis c'est issu en fait d'un livre qu'a écrit Antoine Fouché qui propose en alternative de mettre en place la TVA sociale qui serait vraiment ce qui serait le plus injuste, quoi. Donc nous à la CFDT on est bien sûr opposés à ça. Il y a d'autres manières de faire augmenter les salaires en entreprise. Moi, je rappelle quand même que il faut pas. Depuis quelques années, on a tendance à tomber dans un truc en se disant les salaires, c'est l'État. Non, les salaires, c'est les entreprises et c'est l'État en tant qu'employeur. Il ne faut pas le perdre de vue parce que tout pendant que c'est ce discours-là qui monte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chambres patronales restent bien planquées et bien silencieuses, quoi. Les salaires, c'est dans les entreprises, c'est par la négociation collective. Et il ne faut pas attendre tout de l'État sur ces sujets-là. Voilà. Oui, alors pour la question sur la progressivité de l'impôt sur les sociétés, c'est pas mon domaine, mais j'aurais, intuitivement, certes, si on faisait progressif en fonction de la taille des entreprises, elles pourraient se scinder, etc., et éviter ça. Par contre, si on faisait progressif comme pour les individus en fonction de la profitabilité, pas comme les individus, du coup, le taux de profit, on pourrait peut-être obtenir quelque chose, mais il y a toute l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale qui font que les entreprises les plus lucratives apparaissent comme parfois même déficitaires, parce qu'elles envoient tout leur profit ailleurs. Juste peut-être, si je peux me permettre de conclure, parce que en fait, on a eu une cohérence très très bonne entre les deux panels, et donc il y a Nordelat qui a montré tout un tas de gisements d'économie, Clément Carbonnier aussi avec les hausses de cotisation, Elvire Guillot qui montrait que les hausses de cotisation sont acceptables par la population, s'il y a la justice fiscale encore plus. Et donc tout ça, ça montre que on peut combler ce déficit. Et puis j'ai montré que même si on avait une économie en décroissance, ça ne poserait pas plus de problèmes. Je voudrais juste rappeler quand même que tout ce bruit autour du déficit, il est quand même construit politiquement. Le déficit lui-même est construit politiquement et le bruit autour de ce déficit est construit politiquement. En 2007, François Fillon disait je suis à la tête d'un État en situation de faillite financière. Le ratio dette sur PIB était de 67%. Aujourd'hui, le Japon est à 270%. Il faut dédramatiser ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut la laisser filer juste pour le plaisir, mais en fait, ce n'est pas un réel problème. CF, d'autres travaux, d'autres économistes, mais il faut dédramatiser quand même tout ça. Après, en situation de stagnation, si le PIB n'augmente plus, ça a du sens que la dette n'augmente pas non plus et donc que le déficit soit nul. C'est-à-dire que ça peut être une sorte d'austérité, mais tout dépend sur qui on l'a fait peser, comment on gère ce budget. Et c'est tout le débat que nous avons actuellement sur qui devons-nous faire peser effectivement les efforts. Et notamment, nous défend particulièrement, alors c'est pas 2-3 propositions en fait, l'idée de cette journée c'est de pouvoir échanger. On a le budget qui arrive et nous allons défendre bec et ongle au maximum, en tout cas une voie alternative et surtout en fait, c'est l'objet, c'est casser ce discours sémantique qui effectivement nous fait croire que nous sommes dans une situation
la plus critique. Or, on sait qu'il y a des alternatives. Oui, évidemment, il ne faut pas laisser filer la dette, mais en tout cas, on a encore énormément, parce que la France, 7e puissance mondiale, a encore des moyens de pouvoir agir. Tout est une question de curseur, je veux dire, à qui on fait porter l'effort et comment on règle les entrées et les sorties. Et puis, on verra notamment sur les dépenses, on a beaucoup parlé de recettes, mais sur les dépenses, cet après-midi, ce sera les sujets qui seront également développés. Donc,